Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Le Floch, ancien banquier, entrepreneur dans le secteur des monnaies numériques. Bonjour Yann. Bonjour, alors, le grand projet de la Banque Centrale Européenne, c'est cet euro numérique qui pose beaucoup de questions au secteur bancaire, mais aussi aux Français et aux citoyens européens. Il y a un récent sondage de l'IFOP pour la monnaie de Paris de 2022 qui montre que 79% des Français restent attachés aux espèces. 84% des Français considèrent que leur vie privée serait davantage contrôlée si les espèces disparaissaient et si on avait uniquement une monnaie numérique. Pourquoi aujourd'hui vouloir pousser ce chantier de l'euro numérique de la part de Christine Lagarde et de la Banque Centrale ? Disons que le questionnement qu'on a tous, que les auditeurs ont, que la société a, que les banques ont, comme tu l'as mis en avant Alexis, c'est le pourquoi de ce type de technologie et d'usage. Il y a différentes manières d'y répondre. Il y a le fait d'utiliser du paiement traditionnel, comme on connaît aujourd'hui avec les banques, qui reste du paiement numérique aussi, a des avantages, mais il ne permet pas d'aller, à certains égards, très loin dans les technologies et dans l'usage qui va être fait des technologies ensuite. Donc en fait, dans ces initiatives qui sont prises par les banques centrales, il y a une volonté de créer des wallets dans lesquels on aura donc des portefeuilles qui seront indépendantes probablement à certains égards des banques, et c'est ce qui semble se dessiner, et qui pourront recevoir des unités de paiement, de l'argent en somme, pour l'usage des citoyens, des entreprises ou d'autres types d'acteurs. Dans ces éléments-là, je pense que on peut faire le meilleur comme le pire. Est-ce que les citoyens ont raison de se questionner? Est-ce que les banques ont raison de se questionner? Oui, il y a énormément d'options techniques, et ces options techniques ensuite vont avoir des implications dans la vie de notre quotidien ou pas, en fonction de ce qui sera fait et choisi. Mais quelles implications techniquement c'est un système parallèle au système bancaire, là, puisque ces portefeuilles ne dépendraient pas des banques. C'est pas de l'argent que vous aurez sur un compte en banque, c'est ça? Les banques sont, régulées par les banques centrales. Donc on ne peut pas dissocier le système bancaire, à proprement dit, du système des banques centrales et du système monétaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, elles seront dissociées à certains égards. Il est évident que s'il commence à avoir une app sur laquelle concrètement on peut recevoir de l'argent et qui dépend de la BCE, les banques de détail plus locales auront moins d'impact et d'intérêt à bien des égards. Ensuite, sur les éléments concrètement, à quoi ça peut servir dans la pratique, à faire de l'hélicoptère monnaie comme il a été vu aux États-Unis par exemple, à aussi contrôler l'argent avec des risques d'usage. Mais je pense que en l'état, on est sur une phase préparatoire, deux phases préparatoires d'architecturation, de vision monétaire qui sont probablement encore plus futuristes à certains égards. Un des risques quand même principaux, et c'est le Comité européen de la protection des données qui a pris position, c'était en 2021, pour que l'euro numérique intègre un principe de respect de la vie privée et de protection des données dès sa conception. Parce qu'un des risques, c'est avec cette monnaie numérique d'avoir un traçage complet de votre vie, ce qui n'est pas le cas avec les espèces. Et là, quelles sont les garanties que peut apporter la Banque Centrale Européenne et les banques centrales sur le respect de la vie privée avec une monnaie numérique? C'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, on a vu avec RGPD sur les données liées au digital qu'on pouvait quelque part faire ce qu'on voulait de nos données digitales. Sur les données de paiement bancaire, on sait aujourd'hui, via différentes applications qu'on peut utiliser au système de banque, qu'il y a une visibilité très forte sur nos dépenses par carte bleue de manière générale. Sur les dépenses en cash, là, on a une totale confidentialité. Quelle garantie on a pour répondre à ta question? En l'état, aucune. Et ça dépendra des technologies qui sont utilisées, mais aussi de la volonté politique, au sens noble du terme, qui sera privilégiée. Aujourd'hui, sur RGPD, dans le monde digital, on valide par un OK le fait qu'en somme, on fera ce qu'on veut de vos données. Je caricature, mais on est dans cette situation. De la même manière, sur ces sujets de confidentialité sur l'usage de l'argent, il y a un vrai sujet. Il doit être mis en avant et il doit être traité politiquement avec la meilleure des égards par rapport aux citoyens et vis-à-vis des citoyens. Mais c'est bien le problème, parce que dans le cadre de ce projet, il n'est pas prévu d'avoir de débat politique, ne serait-ce qu'au Parlement européen ou dans les parlements nationaux, sur l'implication de cette monnaie numérique. C'est quand même grave de se dire qu'on fait une monnaie technique parce qu'on peut le faire, sans avoir de réflexion politique sur ce qu'elle implique dans la vie quotidienne et dans le changement de société. Et sur ce point, Alexis, on est parfaitement d'accord. On a des nouvelles technologies qui peuvent créer des monnaies intelligentes, programmables, et c'est l'objectif de l'horizon qui se dessine sur ce euro numérique. C'est-à-dire, on est capable de politiser la monnaie, de la rendre intelligente. Qui dit intelligence dit des règles
des codes démocratiques en théorie. Et là, il y a vraiment un élément essentiel, c'est que ces débats doivent être politisés, démocratisés au maximum, si on veut que ce soit architecturé avec le plus d'équilibre possible. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Marginalement. Ouais, mais il y a ce mouvement de monnaie numérique qui est partout dans le monde. La Chine qui veut faire le yuan aussi, mais là c'est une volonté politique pour le coup. C'est pas la banque centrale, c'est vraiment le parti qui décide. En Europe, on voit que c'est la banque centrale qui voudrait mener la danse en bypassant du coup le débat politique. Pourquoi il y a ce moment en fait historique de la monnaie numérique et qu'est-ce que ça implique dans le changement en fait de passer d'une monnaie physique à une monnaie numérique? Est-ce que la société va radicalement changer? Peut-être que oui, en fonction des usages et des choix qui seront faits. Ça peut changer pour le meilleur et pour le pire. Et les citoyens le sentent. L'historique de ces monnaies numériques, on le sait tous, c'est la création du Bitcoin en 2008-2009. Et une forme de formalisation de ces technologies par le World Economic Forum en 2015 par la une du The Economist qui a titré The Trust Machine. Donc ensuite, on rentre dans une phase qui autorisait à parler du fait de digitaliser la monnaie, et c'est la phase dans laquelle sont rentrées les banques centrales. En Chine, tu l'as mis en avant, en Russie, dans les BRICS, via le projet R5 de projet monétaire BRICS pour concurrencer le dollar. Et aujourd'hui, on a des technologies avec lesquelles, si vous voulez protéger la vie des citoyens et la vie privée des citoyens, vous pouvez. Si vous voulez les tracer, voire même les contrôler, leur autoriser de dépenser ou de ne pas dépenser leur argent sur telle ou telle typologie d'argent, vous pouvez. Mais si vous voulez aussi créer du cash digital, institutionnel, privé, qui protège le citoyen avec des portefeuilles privés, comme on a un portefeuille dans notre poche, historiquement, vous pouvez le faire. Et donc, on revient probablement pour moi à ce que tu mettais en avant il y a quelques minutes. Pourquoi ces sujets essentiels ne sont pas politisés ? Et dans le sens noble du terme, et par tous les partis, par toutes les philosophies de pensée, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai questionnement, et il faut y répondre, et c'est ce que tu mets tu tentes de mettre en avant ainsi. Mais on entend, quand on parle de politique et d'argent numérique, de crypto notamment, c'est souvent pour dénoncer le rôle des cryptos dans l'économie parallèle, dans les trafics illégaux, ou là récemment le financement du Hamas avec les crypto-monnaies. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est pour empêcher l'avènement de ces cryptos qui ont quand même maintenant plusieurs dizaines d'années? Pourquoi ce débat tourne toujours autour de attention, la confiance? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans les crypto-monnaies ou pas? On en est encore là 10 ans après. Alors, sur l'utilisation des moyens de paiement pour des usages, je dirais, internationaux, que ce soit au Grey Zone ou Black Zone, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des moyens de paiement, que ce soit le cash, l'or, les diamants, et aujourd'hui, les cryptos. C'est un moyen de paiement, c'est un moyen de transfert de valeur, et ça en fait partie. Et ceci dit, tous les acteurs de vente d'armes ou de vente d'un certain nombre d'actifs, je dirais, qui peuvent questionner, utilisent ce type tous les types de supports de paiement. Ce qu'on a évoqué, l'or, le diamant, et les actifs numériques, les bitcoins ou autres, font partie de ces nouveaux, supports de paiement. Et sur le monde de la finance, les banques traditionnelles, comment elles voient l'arrivée de ces cryptos? Je pense qu'il y a différentes approches. Il y a une approche qui a été de dire historiquement, on a des concurrents qui sont en train de se créer dans le monde de la tech sur des moyens de paiement parallèles et mal contrôlés. Ça, c'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, il y a des banques, notamment américaines, qui se disent on a une nouvelle classe d'actifs d'investissement qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Et on le voit notamment avec cette grande structure financière américaine qui est en train de créer son ETF, à savoir BlackRock. Donc en fait, il y a des personnes qui vont avoir, en fonction de leur intérêt, plutôt tendance à défendre un nouveau produit financier d'investissement, stricto sensu, et d'autres qui vont avoir tendance à vouloir freiner un concurrent au paiement. Et aujourd'hui, sur ces thématiques, les cryptos sont un concurrent au paiement pour les banques, sans ambiguïté, mais ça sera peut-être aussi le cas d'une monnaie digitale de banque centrale si les particuliers ont des wallets privés et qui n'utilisent pas des manques de détails, par exemple. Et on en est où du projet de Mark Zuckerberg de faire un argent, justement, une crypto méta? Alors, pour l'instant, c'est en pending. Ça a été mis de côté. Le projet Libra était devenu Diem et finalement, il a été mis entre parenthèses. Je pense que c'est un sujet essentiel sur cette thématique monétaire. Aujourd'hui, on a des outils technologiques qui permettent d'imprimer monnaie. Comme, fut un temps, l'imprimante de Gutenberg permettait d'imprimer des livres.
Alors historiquement, on a d'abord imprimé beaucoup de Bibles, avec, en tout cas des livres de référence de l'époque, avec ce type de technologie. Aujourd'hui, on commence à imprimer de la même manière des unités de référence en termes d'actifs économiques, des euros ou autres. Mais comment, sur cette technologie, ensuite, on va pouvoir potentiellement créer une diversité de monnaies, une diversité de philosophies monétaires, c'est probablement ce qui se dessine au travers de ces technologies. Oui, parce que concrètement, c'est quoi la monnaie ? Alors c'est une excellente question, et de ce point de vue-là, je me suis permis de t'amener un petit cadeau, Alexis. Et c'était pour illustrer. Alors c'est pas de la corruption, hein, je te rassure. Je t'ai amené un billet qui a été imprimé en accord avec la Banque Centrale Européenne. D'accord ? C'est un billet de 0 €. Je vais le montrer à l'antenne. C'est un billet de 0 €. D'accord. Ouais. Donc là, pas de corruption. Voilà, le Panthéon, Paris, c'est officiel. 0 €. Donc, alors, pourquoi je te donne ce billet ? La Tour Eiffel. Voilà, il y a un certain nombre de symboles sur ce billet. Mais c'est un billet de 0 €, officiellement de 0 €, imprimé en accord avec les institutions de la Banque Centrale Européenne. Le premier typologie de ces billets, qui sont des billets souvenirs en réalité, a été fait en 2019 dans le cadre d'un anniversaire pour la chute du mur de Berlin. Ce qui est fondamental, vous voyez quoi dans ce billet ? Vous pouvez y voir la valeur 0. L'euro, ça vaut rien. Ou l'argent, ça ne vaut rien. Vous pouvez aussi y voir un symbole qui est celui du Panthéon. Le Panthéon français, dans lequel on va pouvoir y voir Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, Émile Zola, Félix Éboué, Simone Veil. Donc, et c'est toute cette complexité que je voulais illustrer au travers de ce petit objet, certes papier. Mais je veux dire, via la monnaie numérique, de la même manière, on peut associer ce qu'on souhaite, les valeurs que l'on souhaite, ce qu'on veut y mettre et ce qui va faire que l'économie va fonctionner de telle ou telle manière. Il y a un économiste... C'est-à-dire des valeurs comme, par exemple, l'état de droit, les libertés fondamentales, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment ça la philosophie monétaire derrière. Ou l'inverse. Ou l'inverse, voilà. Donc on a des technologies qui permettent de faire tout et son contraire. Et c'est pour ça qu'il faut être probablement extrêmement vigilant dans la manière dont ces technologies vont se déployer d'un point de vue institutionnel. Il y avait un économiste, Bernard Liater, qui a participé à la création de l'ECU et de la BCE, il était membre du board de la création de l'ECU, il était prof à l'université de Berkeley en fin de carrière, et qui défendait ces idées de monnaie féminine, de monnaie masculine, de monnaie verte, de monnaie qui peuvent exprimer d'un point de vue économique toute forme de fonction qu'on peut leur allouer. Et ça, c'est ce que permettent de faire les monnaies programmables, c'est parce que permettent de faire les monnaies digitales, et c'est probablement, derrière tous ces projets numériques de banque centrale, ce qui se dessine. Mais attention, si les monnaies deviennent intelligentes et politisées, la démocratie, au sens strict du terme, a son mot à dire. Et sur cette base-là, vous pouvez retrouver ou avec des monnaies autoritariennes, et d'autres personnes qui décideront pour vous de ce que vous pourrez faire ou pas de votre argent, ou des monnaies profondément démocratiques. Voilà, donc c'est un choix, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la monnaie ? La monnaie, sur la base des technologies que nous avons aujourd'hui, collectivement, nous en construirons ce que nous voulons, à l'image de ce billet que je t'ai transmis. De 0 €. Mais est-ce que l'euro, c'était une bonne chose quand il a été créé ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire cette monnaie a permis d'éviter bien des crises, alors qu'on est dans une période inflationniste quand même assez terrible ? Pour moi, l'euro était une bonne chose, historiquement. Ouais. C'était un bon projet. Il faut savoir que, comme toute chose dans la vie, les choses évoluent. Il y a des choses qui sont très bien un jour et qui sont pas moins bien le lendemain, des choses qui sont pas bien un jour et meilleures le lendemain, et parfois il y a un côté paradoxal d'éléments yin-yang. L'euro, ça a permis une force dans le commerce international pour les grandes entreprises européennes, indéniablement, pour les grandes banques aussi européennes. Ça a permis à certains pays, notamment la France, de s'endetter en utilisant quelque part la richesse d'autres pays ou des garanties hautes et la bonne gestion, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne. Et ça a permis une consolidation monétaire qui a permis de voyager, un certain nombre d'échanges. Maintenant, la diversité monétaire peut aussi exprimer des valeurs autres. C'est-à-dire, on parle parfois des monnaies locales. On a en France, par exemple, le SCO. À Paris, je crois que c'est la pêche. Donc, les monnaies locales peuvent aussi permettre d'être des réserves de valeur qui se créent, qui sont des réserves de valeur de vie, de travail, et qui vont amener une dynamique économique. Et donc, je pense que sur ces sujets-là, il ne faut pas être dans l'opposition, dans le manichéisme. C'est-à-dire que l'euro a apporté beaucoup, mais l'euro a aussi ses faiblesses. Et donc, est-ce que d'autres monnaies
Et sur la base notamment des technologies qu'on a dans un cadre institutionnel républicain juridique, peuvent apporter de la valeur pour les citoyens, oui. Aujourd'hui, en France, on a 4 à 5 millions de personnes qui sont au RSA ou au chômage. Pourquoi n'utilise-t-on pas cette énergie économique ? Je parle d'énergie, mais c'est une réalité. Ces forces d'intelligence, ces forces de travail, pour créer de la valeur au sein d'une unité de compte dédiée. Et cette unité de compte dédiée permettrait de créer, de garantir à des gens une vie meilleure et aussi d'exploiter, au sens noble du terme, le travail et l'énergie de ces personnes. Je pense qu'il y a des vraies réflexions dessus à avoir. Et ça se couple aussi à des monnaies régionales, à des monnaies locales et tout la richesse que ces technologies devraient, d'un point de vue théorique, permettre d'apporter et en pratique aussi. Merci beaucoup Yann Le Floch. Du coup, je garde les 0 €. C'est pas de la corruption. Merci à vous. La monnaie, donc, un sujet clé et on n'a pas fini d'entendre parler avec ce projet Je suis à ta disposition. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite.